que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ce nouveau numéro du livre Inspiré, votre mission culturelle, éducative et même qui vous fait un peu goûter sur la lecture et même susciter en vous cette culture de la lecture et des livres qui tarnit dans notre image, notre pays. Mais aujourd'hui, on voulait un peu essayer de ressortir un peu cette image, de faire revivre un peu cette image de la lecture dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Mais encore aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui nous est spéciale. Il s'agit de Dr Atoms Mbouma, avec qui nous allons partager ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Il y a tellement d'honneur pour nous de vous recevoir dans notre plateau Livre Inspiré. Merci beaucoup. Je suis très honoré, moi aussi, très honoré. Ok. On va commencer avec cette citation qui nous vient de Pasteur Atoms. Ça s'intitule ainsi « N'écoute pas n'importe qui, ne te laisse pas conseiller par n'importe qui. Certaines choses que tu apprends de la bouche de certaines personnes ne sont pas des informations, mais plutôt une déformation. » Pasteur, on a tiré ça. On voulait un peu voir votre commentaire par rapport à cette citation un peu. Ah oui, comme vous pouvez le sentir, en fait, désolé, vous pouvez le sentir, il y a trop de particularités dans cette situation. C'est pas n'importe qui, certaines personnes, dans certaines choses. Oui, je n'ai pas universalisé cette situation. Juste pour dire que dans des situations bien particulières, tout le monde ne peut pas devenir votre conseiller. Vous ne pouvez pas vraiment, vous ne ferez pas long feu dans la vie en essayant de recevoir des conseils de tout le monde. Ce n'est pas possible. Parce que tout le monde ne peut pas avoir raison simultanément. Alors, il faudra être sélectif sur qui va influencer votre lendemain. Parce que certaines personnes peuvent vous dire certaines choses à un moment qui est le résultat de leur échec et qui devient pour vous maintenant une soi-disant sagesse qui va perpétuer leur échec à travers vous. Je vous donne un exemple. Vous connaissez bien cette blague qu'on raconte souvent. Il semblerait qu'il y avait deux voleurs, il semblerait qu'ils étaient congolais et quinois, tiens, et qui sont allés voler quelque part. Et puis le premier a mis sa main et poum, on a coupé ses doigts. Au lieu de pleurer, il a juste sorti la main et il l'a caché derrière. Et puis l'autre a dit, ah, mais ça va, comment ça s'est passé? Oui, vas-y, c'est pas un problème. Et l'autre aussi a mis sa main, on a coupé aussi les doigts. Et il a su qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre. Ce conseil-là n'est pas à prendre. Parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Quelquefois, certaines personnes vous donnent des conseils pour juste ne pas se retrouver seul. Pour ne pas être les seuls qui aient commis l'erreur. Alors c'est pour cette raison que dans la vie, à un certain moment, vous devez être très sélectif sur les bouches qui doivent influencer vos oreilles, sur les livres qui doivent influencer vos vies, sur les conférences dans lesquelles vous devez vous rendre. Parce que tout le monde ne peut pas avoir raison au même moment. Certaines personnes disent certaines choses qui ne sont pas nécessairement utiles pour vous. Cette citation, ce contexte dans lequel j'ai donné cette citation, c'était vraiment le contexte de pousser les hommes et les femmes qui m'écoutaient à être sélectifs dans la manière de se faire influencer lorsqu'il s'agit de décider sur la destinée. Et pasteur, étant donné que nous parlons de livres, ouais. Toujours dans cette citation, on peut dire aussi qu'il y a des livres qu'on ne peut pas lire et des livres à lire. Exactement. Parce que si on n'entend pas, on n'écoute pas Bien, des informations d'autres personnes, oui. mais aussi de livres à ne pas lire. Absolument. Il y a des livres qu'il faut absolument lire. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce domaine, vous voulez comprendre cela, vous devez absolument lire cela. Vous êtes architecte, on vous parle d'une offerte, vous dites, je dois quand même consulter le Nefert parce que vous n'avez pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous êtes avocat, on vous parle de la Constitution, on vous parle de droit de famille, le droit de propriété incorporelle. Quelle que soit la matière dans laquelle vous êtes, vous avez quand même, je vais dire, des documents principaux, des contenus sources qu'il faut absolument lire. Mais après, il y a des avis, il y a des théories, il y a des pensées, il y a des initiations. Il y a des gens qui essaient d'entrer dans votre cœur sans que vous leur donniez permission. Alors, on doit devenir sélectif aussi. C'est très important. Ok. On va prendre la toute première question d'entrée, comme j'appelle ça.
Vous êtes un lecteur, même que vous devenez auteur, oui. Amoureux même de livres aussi, on peut dire ça comme ça. Mais quel est le dernier livre que vous avez lu en dehors de la Bible? Le dernier livre que j'ai lu en dehors de la Bible, que je suis encore d'ailleurs en train de lire, s'appelle Leadership. Leadership de John C. Maxwell. Ça parle un peu du fait qu'un leader, à un certain moment, doit shifter. Au lieu d'appeler ça leadership, il a appelé ça leadership, qui veut dire que dans la vie d'un leader, il y a un moment M, on connaît le changement du rôle du leader. Il cesse d'être ceci, il devient cela. Et comment gérer ce moment de changement de rôle de leader? Pasteur, quelle est la place de la lecture dans votre vie? Je pense Et votre parcours, par exemple, avec le livre? Ouais. Je pense que la lecture est cruciale. La lecture a une place très très cruciale dans ma vie. Je veux dire que ma vie est vraiment la mise en pratique de ce qui est lu. Je considère ma vie comme quelqu'un qui essaie de faire fonctionner une télé qu'il vient d'acheter pour la première fois. Vous voyez, vous regardez, vous dites, bon, ça, je sais que d'habitude on branche. Mais pourquoi ça ne s'allume pas? Et pour moi, les livres, c'est un peu comme la notice. Vous allez ouvrir, dire, bon, ok, allumez à droite, je viens de chercher, allume à droite. Donc, sans la notice, je ne sais pas vivre le reste. Et qu'est-ce qui avait fait que vous commencez à lire? Les goûts de la lecture, c'était venu comment? Le goût de la lecture m'est venu quand j'étais aux humanités, au collège Saint-Théophile où j'ai étudié. Mon professeur de français, un jour, il a décidé que chacun de nous devait faire un résumé. Il nous a donné tous des livres. C'est vrai que j'ai lisé à gauche, à droite, mais avoir vraiment le vrai goût de la lecture, il m'a donné le livre de Kamar Al-Layl, L'Enfant Noir. Et je devais tout finir et puis préparer un résumé. Et quand j'étais en train de lire, waouh! La façon d'écrire, j'entrais dans l'histoire sans regarder la télé. Vous voyez, à cet âge-là, j'étais fan de la télé, je regardais la télé dans tous les sens. Quand la caméra bougeait, je bougeais. Mais là, il n'y avait pas de caméra, mais les images se formaient dans ma tête. Les sentiments, les sensations, je pouvais les partager. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que dans ces livres-là, il y avait même plus que ce qu'il y a dans la télé. Et c'est d'ailleurs ces livres-là qui créaient les films. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à la source? Et c'est là que j'ai vraiment eu le plaisir de lire. Et devenu enfant de Dieu, je me suis rendu compte je me suis tout de suite rendu compte qu'il était écrit dans Josué. C'est d'ailleurs le verset que j'ai écrit sur ma première livre, ma première Bible plutôt. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je me suis rendu compte que la foi chrétienne était une foi de lecture. Okay. Pasteur, avant que nous puissions finir cette question d'entrée, je voudrais un peu savoir, est-ce qu'un chrétien ne peut lire que la Bible ou d'autres livres? Peut-être d'autres livres scientifiques, parce qu'il peut lire aussi d'autres livres que la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les chrétiens sont plus focalisés à la Bible, mais c'est un peu de mettre de côté d'autres livres. Je pense qu'un chrétien devrait lire d'autres livres, devrait savoir d'autres informations. C'est parce que tu connais la Bible que tu sais sélectionner les autres livres. C'est parce que tu connais la Bible que tu sais être capable d'argumenter contre les autres livres. Ça te permet même d'être un peu plus pertinent. Regardez ce que Paul fait quand il arrive à Athènes. Il a l'opportunité de prêcher maintenant, d'enseigner. Il dit, homme athénien, depuis que je suis là, je vous ai trouvé très religieux. J'ai vu des temples pour tous les dieux. J'en ai même vu un temple sur lequel est écrit, dédié à un Dieu inconnu. Comment veux-tu être pertinent avec quelqu'un qui est très loin de tes convictions, sans pouvoir connaître quelques éléments qui concernent sa réalité? Paul entame cette prédication en commençant à parler non pas du Dieu d'Israël, mais du Dieu des Athéniens. Alors, il est très important d'apprendre à lire. Dans chaque domaine, il y a toujours des choses à lire. Et en tant que chrétien, après avoir lu la Bible qui est pour toi le chemin, la vérité, la vie, c'est sur base de ça que tu choisis les autres livres dont tu as besoin. Ok. Pasteur, on va entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Le thème était intitulé « L'homme est un lecteur inné, mythe ou réalité ». Pasteur, au regard du récit de la Bible, même depuis Genèse, on trouve que l'homme est un homme, un être qui est né avec la curiosité. Il est aussi un être né avec l'instinct, dont on tire un peu le savoir là-dedans. On veut le mettre en savoir. À cause de ces deux éléments, la curiosité que Dieu a mis dans l'homme, et aussi cet instinct de savoir que Dieu a mis dans l'homme, on peut confirmer que l'homme est un lecteur inné. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. J'adhère à ces deux premières pensées de cet instinct inné de l'homme, aussi de cette curiosité naturelle. Mais la conclusion me paraît un peu
un peu trop large. Je conclurai très facilement en disant que l'homme est un chercheur inné. L'homme est un assoiffé de connaissances innées. Mais quand il faut parler maintenant de la lecture, il faudrait parler l'écriture. Ouais. Donc du coup, pour qu'on commence à parler de lire, il faudrait qu'on ait écrit. À partir de ce moment, l'homme peut savoir, même si il ne sait pas comment on écrit. L'homme observe, c'est ce qu'on appelle justement de l'étude empirique ou de l'empirisme, c'est-à-dire que l'homme observe les réalités, essaie d'en sortir la connaissance. L'homme est un assoiffé de savoir. Et le support écrit est un moyen. Du coup, quand l'homme cherche le savoir, et que maintenant on a tiré les savoirs et on les a placés dans le document, l'homme doit chercher ce document-là. Alors là encore, il est buté par le langage, il est buté par l'art qu'on a utilisé pour pouvoir, je vais dire, encapsuler cette connaissance. Mais l'homme, c'est qui est sûr, il est assoiffé de la connaissance. L'homme est un chercheur inné. L'homme est un assoiffé du savoir inné, je devrais dire comme ça. Okay. Restons toujours dans ces récits bibliques. Parce qu'on trouve dedans les tables de Moïse, et d'autres écrits aussi lointains, par exemple l'hiéroglyphe de l'Égypte, les codes d'Hammurabi. On veut savoir que depuis le temps, l'homme ancien a essayé un peu de cacher par les écrits ses croyances, certaines choses qui sont importantes dans sa vie. Est-ce que c'était pour susciter la lecture ou juste pour disséminer sa pensée, ses croyances, juste pour ça? Il y a plusieurs raisons, et qui sont cachées d'ailleurs derrière chaque raison d'écriture. On a commencé à vouloir écrire pour se rappeler aussi, parce que la mémoire n'était pas une base de données, n'avait pas des capacités illimitées. Alors quelquefois on oublie, et quelquefois deux personnes se sont entendues sur une chose, et demain on en parle et il n'y a eu aucune preuve. Il n'y a rien qui montre que c'est ce qu'on avait dit. Ouais. L'homme a eu plusieurs raisons pour pouvoir écrire dans le temps. Mais je pense que le premier but était d'abord de léguer ces informations, de survivre au temps. C'est-à-dire, même quand je serai mort, les connaissances que j'ai découvertes pourront partir. Le but donc étant que la génération qui vient après ne reprenne pas à zéro. Oui. Donc ce qui est déjà connu devrait être disponible. Ils peuvent commencer à partir de là où nous sommes limités et ils peuvent avancer. Et même, on peut partager avec eux non pas seulement ce qu'on a su faire, mais aussi ce qu'on a juste appris. Je n'ai pas réussi à le faire, mais je le sais. Alors donc l'homme a transformé la lecture ou l'écriture en héritage pour les générations futures. L'héritage d'un savoir pour que le prochain curieux et le prochain chercheur qui vont venir commencent avec une base de données beaucoup plus large. Est-ce que maintenant, toujours restons dans ces temps anciens, pasteur, parce que c'est très important pour faire comprendre nous aujourd'hui sur la lecture. Et tous ces livres qui ont été écrits, que les anciens ont essayé de mettre de côté, est-ce qu'ils étaient sûrs d'avoir un jour de lecteur? Je ne sais pas répondre à 100% à cette question, mais les livres étaient destinés. C'est pour cette raison, depuis l'ancien temps, l'écriture déjà et la lecture étaient que pour c'était pour les personnes seulement très élevées, c'était pour les riches et c'était pour les religieux. Donc, tous ceux qui héritaient de l'écriture étaient initiés à l'écriture. On vous apprenait à lire. Regardez par exemple Daniel qui sont téléportés en Babylone, disons comme ça. Et la Bible dit qu'on se met à leur apprendre la langue chaldéenne pour être capable de travailler autour du roi. Ce n'était pas tout le monde qui était censé apprendre tout ce qu'eux, ils apprenaient. Donc, être sûr s'ils allaient avoir des lecteurs, ils s'en assuraient. Donc, ils avaient des initiés, ils avaient des disciples. C'est pourquoi le mentorat a commencé un peu plus tôt. On préparait les gens pour être capables de lire cela et d'être capable de communiquer aux autres. Voilà. On va faire juste une pause et puis revenir un peu. Je vous rappelle que c'est le moment que le pasteur a écrit un merveilleux livre sur redéfinir louange, adoration occulte. Mais une question que j'aimerais que je tire ici sur la page 63. Vous avez dit ceci, c'est lui qui parle avec le Père dès le matin, sourit devant le surprise de la journée et il s'est dit, je le savais. Mais toute question est celle-ci. Est-ce qu'ici, il s'agit que de prier ou aussi de
de méditer ou de lire aussi pour un jour se sourire aussi pendant la journée. Exactement. Il s'agit d'être en communication avec Dieu. Nous ne devons pas sous-estimer le fait que le Dieu avec qui nous voulons parler maintenant a déjà parlé. Vous savez, on a tout le temps l'impression que chacune de nos conversations avec Dieu se trouve dans notre présent. Certaines des choses que l'on considère dans notre passé, on pense que ce n'est pas pertinent. Mais Dieu est. Et sa parole est. Même si on l'a écrit il y a longtemps, c'est notre présent. Donc lorsqu'on cause avec Dieu le matin, ce n'est pas que dans la prière. C'est surtout d'abord dans les Écritures. Parce que excusez-moi de vous bien sûr. Au commencement, ce n'était pas la prière, c'est que la Bible nous dit. Bien sûr. C'est d'abord la parole. Ouais. Et quand nous sommes en train de prier, c'est un échange de paroles. Ouais. Nous parlons et nous attendons à ce que Dieu parle. Ouais. Et Dieu, lui, il a déjà parlé en grande partie. Sa parole est déjà dans les Saintes Écritures. Donc celui qui lit ça le matin, il comprend la pensée de Dieu. Quand la journée commence, il dit « Ah, ça c'est vraiment Daniel à Babylone. Ça je vois de quoi il s'agit. » Donc justement, il a la pensée de Dieu dès le matin. Et la façon d'avoir la pensée de Dieu, ce n'est pas que dans la prière. C'est aussi dans les Écritures. Et d'ailleurs, souvent dans les Écritures, que même dans la prière. Là, c'est super. C'est très important. Non pas seulement de la prière, mais aussi dans la parole. En lisant aussi, vous pouvez aussi connaître la pensée de Dieu. Pasteur, revenons dans notre thème. Mais une question qui nous vient un peu. Dans la pyramide d'Abraham Maslow, je pense il a essayé un peu de hiérarchiser un peu le besoin de l'être humain. Tel que peut-être le besoin psychologique, le besoin de la sécurité, besoin d'appartenance, d'amour, besoin d'estime, d'accomplissement de soi. Oui. Maintenant, vous voulez savoir, est-ce que parmi ce besoin-là, où on peut retrouver le besoin de lire? Intéressant. Selon Abraham Maslow, les besoins vont de notre extérieur vers notre être le plus profond. Ça va d'abord le niveau totalement physiologique, le besoin simple de manger, boire, l'être humain normal, jusqu'à des besoins d'identité personnelle, jusqu'à des besoins de réalisation de soi, comme tu l'as dit, arriver à un niveau de se dire « je vaux quelque chose ». Au fur et à mesure que vous montez sur cette pyramide, vous avez besoin à chaque étape d'une lecture ou d'une nouvelle connaissance. Au fur et à mesure que l'homme va vers la quête qui l'amène à comprendre le sens de son existence. Parce que finalement, en montant dans cette pyramide, en fait, vous êtes en train de vouloir découvrir pourquoi vous existez. Parce que la réalisation de soi, c'est qui? Quand je me dis que je réalisais ce que je suis, vous êtes qui en réalité? Et dans cette découverte de soi-même se trouvent beaucoup d'informations à collecter. Vous devez commencer à comprendre les autres, ce qui vous entoure, pour mieux vous comprendre vous-même. Quelquefois, vous n'avez pas encore compris qui vous êtes, mais vous comprenez déjà où vous êtes. Vous comprenez déjà avec qui vous êtes. Petit à petit, vous commencez à comprendre qui vous êtes. Donc, à partir du moment où on a déjà, même au niveau même de besoins physiologiques, le besoin de lire existe. Quand finalement, on se rend compte que, bon, la biologie... Pasteur, oui. Nos téléspectateurs peuvent nous poser la question, parce qu'on dit même de ce besoin physiologique. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire peut-être le ventre enflammé d'un point d'oreille. Comment je dois d'abord commencer à résoudre le problème de ventre. Comment encore résoudre le problème de la lecture? Je pense que c'est l'un de nos plus grands problèmes, surtout nous en Afrique. Je ne sais pas, celui qui nous a fait avaler ce truc de ventre affamé n'a pas d'oreille. Franchement, c'est pas parce que vous avez tellement faim que vous devez prendre une boîte de sardines que vous venez de trouver quelque part sans lire la date de péremption. Vous allez mourir. Ouais. Vous voyez ça? C'est-à-dire que même pour les besoins les plus simples, vous avez besoin de lire. Vous avez besoin d'avoir l'information appropriée. Et ce n'est pas parce que vous êtes rempli que vous allez vous mettre à lire. C'est à cause de ce que vous avez lu que vous allez remplir le ventre. Il ne faut pas renverser les choses. Ce sont les types d'informations que vous amenez qui garantissent justement votre satiété après. Pas le fait d'être rempli qui garantira que vous puissiez lire. Donc, lisez, apprenez à lire et dans les informations que vous lisez, petit à petit, vous allez commencer à apprendre qu'est-ce qui peut vous garantir finalement. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les ventres. Vous savez, il n'y a pas que les ventres. Vous pouvez avoir bien mangé. Vous êtes bien à l'aise, mais vous restez là, vous dites, je sers à quoi? Est-ce que je sers qu'à me lever le matin, à manger le foufou des papas, à manger ce que maman me sert? Moi, je vis pourquoi? Vous n'êtes pas ventre affamé. Hein?
mais votre sens de la vie est perdu. Est perdu. Pasteur, une autre question. Mais qu'est-ce qui maintenant explique aujourd'hui l'embûche, le problème de l'homme face à la lecture? Parce que réellement, on a compris que la lecture occupe une place nécessaire, importante dans la vie d'une personne. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant, qu'est-ce qui réellement les embûche aujourd'hui que l'homme n'arrive pas à lire? L'homme en général lit, hein? Oui. Mais si on veut parler en particulier du Congolais surtout, je pense que premièrement, allez, je vais aller quand même un peu loin, j'espère que je serai compris sur ce point-là. Allez, je n'essaie pas de faire de l'africanisme, mais c'est une vérité. La première des choses qui est fondamentalement la raison pour laquelle, surtout nous Africains et nous Congolais en particulier, sommes quelquefois, je dis quelquefois, lourds à la lecture, c'est parce que nous lisons avec une langue étrangère. La lecture est un effort supplémentaire d'intellect. Okay. Nous sommes dans un contexte où on nous a carrément fait croire qu'on est intelligent dans la langue des autres. C'est une fois qu'on a commencé à parler français, comme le fait vous et moi, qu'on peut déduire si on est intelligent ou pas. Donc c'est comme s'il est impossible d'être intelligent en lingala. Si tu parles en lingala, tu es déjà abruti. Donc, pour passer à être intelligent, il faut passer à comprendre une langue d'autrui, qui est leur première langue, leur réflexe naturel. Il faut passer à comprendre ça et à traduire ces réflexions. Vous imaginez combien ça fait mal de tous les jours vivre en essayant de traduire ce que tu veux dire. Des fois, tu entends des phrases des gens qui disent, je me rappelle quelquefois, hein, une fois on a dit aux jeunes de ne pas parler lingala à l'école, mais ils disaient des mots en français, mais qui voulaient exprimer des pensées à lingala. Oui. Hein, il a dit, mais toi, au moment où tu es danger, en tout cas, tu as fait colo. Je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire. Mais vous vous rendez compte que l'une des premières choses qui nous rend la chose difficile, c'est qu'on nous demande de quitter le flux naturel de notre raisonnement collectif et quotidien pour épuiser d'abord l'autre. Dans chaque langue, il y a une culture. Chaque langue est bâtie par la description de son quotidien. Et chaque fois que vous et moi devons fournir l'effort de parler français, nous sommes en train de parler une autre culture. Nous sommes en train de décrire. Je ne veux pas dire Kwanga. Je vais dire qu'est-ce que le français ou le francophone dit de cette. Il appelle ça Chikwang. Et le Kwanga que nous, je connais Kwanga, il est devenu Chikwang. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est aussi le fait que le système éducatif n'a pas favorisé l'autonomie dans la lecture. C'est-à-dire, un professeur vous a fait un résumé et vous dit, voilà l'essentiel. Lisez ça. Vous passez toute votre année académique, votre année scolaire et tout, vous concentrez à mémoriser cela. Mais on ne vous a pas appris l'indépendance de penser pour que vous puissiez vous rendre compte que je peux aller dans plusieurs sources et pouvoir faire ces devoirs-là. Donc, on a démontré aux gens qu'il n'y avait qu'une ou deux, trois choses à lire. Certaines personnes ont déjà lu, ils vous donnent l'essentiel, vous ne bottez pas. Même si dans ces syllabus, à la fin, le prof a fait un grand travail et il a écrit bibliographie, il vous a écrit toutes ces sources, vous foutez, vous n'avez pas envie d'aller lire ça, vous avez déjà les syllabus. Je pense que là, c'est le deuxième problème. Les systèmes éducatifs n'ont pas favorisé l'autonomie, l'indépendance dans la lecture. Et troisièmement, je pense aussi que la technologie est avancée et le langage SMS, le langage résumé, s'étant de plus en plus développé, ça fait que déformer les gens. Maintenant, on dit ça va en écrivant, quand on voit comment on écrit ça va, comment tu vas chez toi, ce sont des chiffres et des lettres. Maintenant, on lit plus, on veut entendre des sons, on écrit des sons. L'art là n'existe plus, l'art de l'écriture est en train de disparaître à cause juste du besoin de communiquer rapidement. Alors, selon moi, ce sont là les quelques raisons qui font cela. Mais en dernier lieu, c'est parce que nous ne lisons pas nos propres histoires. Passer des heures à lire à un moment où quelqu'un était en hiver et en train de vous raconter comment la glace était, c'est ennuyant. On ne lit pas nos propres histoires. Nos propres auteurs n'écrivent pas beaucoup. On ne fait pas partager à nos enfants nos propres poètes. On ne leur donne pas nos propres lectures. On ne fait pas lire aux gens les choses qui décrivent nos propres réalités. Ça, je pense qu'on devait aussi promouvoir ça. Ok, mais pasteur, quand il y a tellement tous ces problèmes qu'on peut trouver dans la vie, même aussi l'État et nos propres responsabilités aussi, mais comment faire pour
ressortir un peu l'image de la lecture, pour restaurer l'image de la lecture? Comment faire pour donner les goûts de la lecture à notre peuple? Ouh, c'est très bien ça, c'est très bien ça comme question. Je ne pense pas que ma réponse sera la seule réponse, mais je pense qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Je pense que premièrement, on devrait apprendre les gens, la nouvelle génération surtout, à ne pas se limiter à tout ce qui est tablette, tactile, ordinateur. On devrait leur redonner le goût de la page, tourner les pages, c'est très important. On devrait leur donner le goût d'achurer encore et de surligner. Le livre doit reprendre sa place. On doit donner de l'indépendance de lecture. On doit baser des travaux sur des lectures et des écritures. Parce que lorsque quelqu'un ne fait que lire pour après avoir des points, il ne comprend pas ce que ça signifie. On devrait remettre cela à sa place. Permettre à nos enfants d'avoir le défi d'écrire eux-mêmes très vite. Mais on devrait aussi, pourquoi pas, organiser des concours. Pourquoi pas organiser, promouvoir la lecture le maximum que possible. Aujourd'hui à Kinshasa, quand vous marchez, il y a des panneaux partout. Il y a des textes partout. On est écrit partout. Mais quand vous écoutez les conversations des gens, ce n'est pas riche en vocabulaire. Il n'y a pas de si grande richesse. Alors, entre autres, vous, journalistes et vous, animateurs télé, vous deviez défier les gens. On a fourni l'effort de s'adapter au peuple, au lieu de fournir l'effort de monter le peuple vers le niveau vers lequel on voulait l'amener. On descend pour servir au peuple et on remonte. Au lieu de trouver un système qui les prendrait de là où ils sont et le ferait monter un peu plus haut. Et je pense que si on commence à promouvoir la lecture autant qu'on est en train de promouvoir les chants. Aujourd'hui, celui qui est talentueux est capable de chanter et celui qui est capable d'écrire et de réfléchir. Est-ce qu'on acclame aussi celui qui a écrit ou on acclame que celui qui a sorti un album? Je pense que les personnes qui ont ces capacités devraient être aussi valorisées, promues. On doit sentir qu'on a des poètes, on a des gens qui écrivent. Ils ont écrit et ce qu'ils ont écrit, on en a fait un livre. On devrait, couronner nos auteurs. Et ça serait une bonne chose. Nous sommes en train de chuter, pasteur. C'est vraiment très riche. Souvent, je vous dis que le livre inspiré, quand on essaie d'entrer dans la matière, comme si on ne sort pas, qu'on reste seulement là-dedans. Mais avant que nous puissions finir, encore une autre chose que j'ai trouvée ici dans votre merveilleux livre ici, sur la page 72. Vous avez dit ici, papa, que c'est dans ce que nous tirons de notre mémoire que nous viennent le larme dans la louange. Est-ce que la lecture aussi équipe aussi notre mémoire? Bien sûr. Déverser dans la louange. La lecture et la mémoire sont liées. Ce que j'ai reçu en mémoire, je vais dire même que le livre est l'extension de la mémoire. Là où il n'y a plus d'espace dans la mémoire, on étend. Là où les choses qu'on ne veut pas oublier, on l'étend dans les livres. On s'est dit, parce qu'après, au bout d'un moment, on a des nouvelles choses. Mais quand on vient, on ouvre un livre, on s'est dit, waouh, je me souviens de cette époque. Des émotions sont dedans. On lit, mais on ressent. Moi, je sais des fois où je pense à quelque chose, j'en ressens même l'odeur. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Tu penses à un moment et tu en ressens même l'odeur. L'effet d'écrire cela, ça garde pour toi un rendez-vous avec un élément important de ton passé. Et donc, de la même manière, au lieu de prendre un cantique pour chanter, je peux ouvrir un livre. Et après avoir lu ce livre, je me mets à louer. Et avec les larmes aux yeux. Rien que par la lecture. Parce qu'avant que nous puissions finir, peut-être d'autres personnes qui vont chercher ces livres, ils peuvent trouver encore où, s'il y a encore de l'eau? Je crois que l'eau est épuisée. Mais je pense que les quelques lots qui existent encore à Fil, à Cité d'Exaucement, il peut en avoir encore ou à TBG. À TBG. Ok, nous allons en train de finir, mais je voudrais rappeler ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, que nous avons commencé un sondage. Les Congolais lisent ou pas? Donc, on a essayé de mettre 5 questions avec lesquelles vous allez nous répondre et à la fin, on peut affirmer ou confirmer si les Congolais lisent ou pas. La première question est de savoir, parmi le type de livres numériques ou imprimés, lesquels préférez-vous? Romans, mystère, fiction, scientifique, chrétien ou autre, précisez-nous, ou aucun. Deuxième des questions, combien de livres imprimés ou numériques avez-vous lu depuis janvier 2021? La troisième des questions, quel est votre endroit préféré pour lire? Dans une bibliothèque, à la maison, au bureau ou autre?
La quatrième question, veuillez sélectionner votre tranche d'âge, moins de 18 ans, 18 ans et plus. Et la cinquième des questions, veuillez sélectionner votre sexe, masculin ou féminin. À la fin de cette enquête, nous allons essayer un peu de faire comprendre, faire juste un modèle pour vous faire comprendre si les Congolais lisent ou pas. D'autres personnes déjà nous répondent. Il y a déjà plus de 60 personnes nous répondent. Et aussi, quelques-uns nous disent déjà que les Congolais ne lisent pas. Sur quelle base? Sur quel élément vous dites que les Congolais ne lisent pas? Il y a une chose qui est une réalité, que les Congolais ne lisent pas. Mais une chose importante que nous devons faire est que nous devons créer un modèle pour faire de sorte que ces modèles anciens deviennent un peu obsolètes. On ne change pas les choses en essayant de combattre les réalités extérieures. Mais il faut mettre un modèle, créer un modèle pour que le modèle ancien devienne obsolète. C'est pourquoi, sur base de ces éléments, si vous ne répondez pas à ces 5 questions, on va créer un modèle pour nous permettra, quand tu diras que les Congolais ne lisent pas, tu auras une base statistique et scientifique démontrable. Et même si tu diras que les Congolais lisent, il y aura aussi, voici le numéro qui devront nous répondre et vous aurez des questions, c'est le 089 89 95 et 379. Les choses que nous allons encore faire est que de déterminer le taux annuel de lecteurs, mais aussi savoir aussi quel est le lecteur ou les lectrices qui lit beaucoup en 2021. Pasteur, nous sommes en train de finir. Quel est votre mot de la fin, papa? Oh, je suis très très heureux que nous puissions toucher un sujet comme celui-ci. Je suis très heureux d'avoir été invité au sujet de la lecture. Moi, je vous encourage à pousser encore ça un peu loin. Je crois que les Congolais a commencé petit à petit à se rendre compte qu'ils ne lisaient pas. Donc c'est déjà un grand pas. Ils se rendent compte qu'il aurait dû lire. Donc donnons-lui la matière pour qu'il puisse lire la bonne chose. Pas juste les racontars, mais la bonne chose. Et je pense que je vous encourage avec cette initiative. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Le samedi, vous trouverez encore notre émission, la rediffusion, mais aussi sur notre chaîne YouTube, Livre Inspiré et Facebook, vous trouverez déjà cette émission. À la prochaine pour le nouveau numéro Livre Inspiré. Bye bye. Merci beaucoup. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire